n'hésiterai pas. Bien le bonjour tout le monde, donc merci d'être venu. Bien oui, malgré ce beau soleil dehors et cette petite tramontane qui permet de faire des belles promenades aujourd'hui. Donc merci d'être venu vous enfermer dans la salle Novelty. Alors je vais vous présenter François Brun qui va aujourd'hui donc nous faire la conférence. Alors François est plongeur, oui, j'ai tout noté, hein. Attendez, navigateur, auteur de plusieurs ouvrages. Vous en avez deux là en démonstration. Il est aussi inventeur de nombreux bateaux, de nombreuses épaves, donc ici dans la région. Puis il est aussi, à l'occasion, chirurgien dentiste. Ah bon? N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, il va nous présenter donc, les phares et feux de l'Aude et du Roussillon. Ces phares maintenant, on dirait, mais ce n'est pas vrai, ils ne sont plus utiles puisqu'on a la navigation satellite, mais enfin ils font partie de notre patrimoine maritime et je pense qu'il est bon de le rappeler parce que c'est quand même dans notre cœur et dans notre région, il y en a quand même, vous allez voir, pas mal. Donc je vais laisser la parole à François. On va m'avoir invité une fois de plus parce que j'ai déjà fait une conférence. Et donc, oui, on peut. Ouais, voilà. Donc, je vais vous présenter les phares. Alors, moi, je suis plongeur et navigateur, et j'ai surtout fait des livres de plongée sous-marine, mais j'ai toujours été amoureux des phares, d'une manière générale. Et puis, tous les navigateurs, les gens qui aiment la mer, de toute façon, en principe, aiment les phares. Ça va même au-delà. Hein. On sait dans les études que la population a un faible pour les phares, ce sont des monuments patrimoniaux en général assez beaux, qui ont un rôle évidemment essentiel, qui avaient surtout un rôle essentiel, peut-être moins maintenant, on peut en parler après de ça. Mais donc j'ai voulu faire ce livre parce que je suis, évidemment, j'habite ici, je plonge ici depuis 40 ans, et j'ai voulu faire un livre sur les phares de l'Aude et du Roussillon. Alors essentiellement du Roussillon au départ, mon travail était là-dessus. Et puis, pour avoir quand même un peu plus de matière, je suis allé sur l'Aude et j'ai découvert plein de choses. Alors, je ne vais pas vous parler des phares de l'Aude, et notamment de Port-la-Nouvelle et de Leucate, mais il y a des choses absolument étonnantes à découvrir dans notre région, dans nos deux départements, surtout qu'il y a des liens forts entre les deux départements, au niveau maritime, qui ont toujours existé, notamment à partir du 19e siècle. Et donc, j'ai voulu aussi à travers ce livre montrer qu'il n'y avait pas que les phares bretons. Parce qu'à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un de phare, même nous tous, même moi, on pense tout de suite Bretagne. Et c'est normal puisque ce sont les phares les plus emblématiques, des phares qui sont sur des rochers, des phares absolument extraordinaires. Et j'ai voulu, à travers ce livre et la conférence d'aujourd'hui, montrer qu'on avait un patrimoine ici dans la région qui était absolument aussi extraordinaire et à mettre en valeur, vraiment. Il n'y avait pas que les phares bretons, on avait vraiment une très belle histoire sur les phares. Ça a été l'objet de ce travail. C'est un travail qui m'a demandé 2 ans à peu près, hein, quand même. J'ai beaucoup consulté les archives, et donc ça m'a permis de faire un panorama sur l'ensemble de Port-la-Nouvelle jusqu'à Servères. Aujourd'hui, on va plutôt traiter le Roussillon et démarrer un petit peu sur un historique, alors un historique local. Voilà un des rares dessins du XVIIe siècle qui représente la baie de Collioure, ici avec l'île Saint-Vincent, et on voit ici, qui correspond à peu près à l'endroit où il y a le clocher, et puis un autre fanal ici. C'est une représentation de la baie de Collioure. À ma connaissance, c'est la seule, la plus vieille représentation de phare, de feu, sur la baie de Collioure. Et sur la page de droite, ici, vous avez les archives départementales des PO. Vous avez un avis d'adjudication pour lui de 1766, donc fin XVIIIe siècle, pour le fanal de Port-Vendre. Donc le fanal de Port-Vendre, on va le voir après. Quand vous rentrez dans Port-Vendre, c'est celui qui est à droite, qui est vert. Voilà donc 2 documents déjà assez anciens de la région qui montrent qu'il y avait depuis un moment une existence de feux et de phares. Mais c'est surtout au XIXe siècle que vont se développer les phares. Vraiment, le XIXe siècle,
en France et dans le monde, c'est le siècle des phares. Et deux personnes vont être assez importantes, c'est Arago et Fresnel. Alors Arago, évidemment, j'en parle et je le mets en valeur particulièrement ici, mais il a eu un rôle essentiel, puisque c'est certainement le plus grand savant catalan. Et il y a eu, à l'époque de Napoléon, hein, pendant le début du 19e, 1808, je crois, de mémoire, on a séparé le service des feux, parce qu'il y avait quand même quelques feux qui existaient en France, hein, des phares. On les a séparés du ministère de la Marine, c'est Napoléon qui a fait ça, et il les a rattachés au ministère de l'Intérieur, et rattachés aux services qui existaient. Il y avait des ingénieurs hein, qui faisaient les routes, les ponts et chaussées. Et à partir de là, où le service des phares a quitté finalement la marine et passé aux ponts et chaussées, c'est là qu'il a vraiment pris son essor. Et en 1811, c'est une date vraiment très importante, a été créée par le directeur des ponts et chaussées une commission qui s'appelle la commission des phares. Et c'est elle qui a mis en place tous les grands phares, enfin les phares bretons, tous les phares de France, pendant le 19e siècle et au-delà du 19e siècle. Et dans cette commission, ils ont fait rentrer des marins, ils ont fait rentrer des ingénieurs, des techniciens, un certain nombre de personnes, de savants, dont François Arago. François Arago était connu pour ses travaux aussi d'optique et d'astronomie, justement. Et donc il est rentré à la commission des phares. Et ensuite, il a été en rapport avec, ici, ce personnage que vous connaissez de nom, qui s'appelle Fresnel, Augustin Fresnel. Vous connaissez les lentilles Fresnel. Hein, ce sont les lentilles, on va les voir là, tout au long de l'exposé. Ce sont des lentilles, les fameuses lentilles qui équipent tous les phares du monde. Et c'est lui qui les a inventées. Et Augustin Fresnel était un ingénieur qui travaillait dans un département, je ne sais plus lequel en France, c'est un petit ingénieur dans un coin, qui était oublié de tout le monde, mais qui travaillait énormément, qui faisait des travaux personnels. Et un jour, il est rentré en contact avec Arago, il a présenté ses travaux, par l'intermédiaire d'ailleurs de Prosper Mérimée, qui était l'oncle d'Augustin Fresnel. Et Prosper Mérimée, vous savez bien, il a écrit la Vénus dit, hein, dit sur tête, enfin, il est venu dans les PO, il connaissait Arago, et c'est Prosper Mérimée qui a présenté Fresnel à Arago. Et voyant les travaux de Fresnel, Arago l'a encouragé à continuer, et il l'a fait rentrer à la commission des phares en 1819. Et à partir de là, c'est là que ont été conçues les fameuses lentilles Fresnel qui sont dans tous les phares du monde entier. Tous les phares du monde entier sont équipés des lentilles Fresnel. Donc ça a été une invention très importante et un rôle essentiel de François Arago qui est peu connu même dans le Roussillon sur ce rôle qu'il a dans les phares. Il a écrit des chapitres entiers sur les phares, François Arago. Mais c'est vrai que souvent on n'en parle pas. Donc j'ai voulu aussi le mettre en valeur. Pour faire juste avant de démarrer sur le Roussillon, savoir que le plus ancien phare du monde en activité, c'est le phare de Port-Douan, qui est dans l'estuaire de la Gironde. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont visité. Oui, une personne. C'est magnifique. Je ne l'ai pas visité, hélas, mais je pense que je vais le faire un de ces jours. Mais c'est une œuvre d'art, quoi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Le plus vieux phare du monde en activité, donc installé en 1823, et c'est sur ce phare qu'a fait les premiers essais d'appareils lenticulaires, les lentilles de Fresnel, Augustin Fresnel. Actuellement en France, on compte environ 220 phares et feux, 32 phares en mer, c'est les plus prestigieux, les plus reconnus, on va dire. Il y en a 36 ouverts à la visite. Et vous avez essentiellement, donc, vous voyez la carte, évidemment une densité importante sur la partie Bretagne, mais on retrouve ici en Méditerranée aussi un certain nombre de phares. Et sur l'autre, vous avez essentiellement donc, le phare de Port-la-Nouvelle et 4, le feu de jalonnement de Narbonne-Plage, et sur le Roussillon, bon, le phare du Cap-Béar, bien sûr, feu de jalonnement de Canet, Cerbère, et les feux de port, les villages de la côte. Alors, sur ces feux, quand on regarde ici sur une carte, principalement les bateaux qui naviguent et qui passent au large du Roussillon et de l'Aude, ben, il y a
des premiers feux, qui sont les feux de grand atterrissage, et qui indiquent les grandes routes de navigation. Ce sont des phares qui en principe éclairent plus de 25 000, 30 000 nautiques. C'est le cas du phare du KBA. Donc ce sont des phares importants, de grand atterrissage. Vous en avez un ici qui est le phare du Cap Créus, vous avez le phare du Cap Béat, et ensuite vous allez retrouver le phare de Leucate. Donc il y a une certaine distance entre ces phares, qui sont importants, et qui donnent les grandes routes. Ensuite vous avez des feux de jalonnement. Les feux de jalonnement, ce sont des feux qui ont une puissance moindre, qui sont intermédiaires et qui permettent entre les grands phares au bateau de suivre sa route et d'avoir des repères intermédiaires. Ce sont les feux de jalonnement, vous en avez deux. Vous avez le feu de jalonnement de Cerbère, au Cap Cerbère, et vous avez celui de Canet, qui est sur la rive gauche de la tête, à Canet, sur la plage du Sardinal. C'est une tour en béton. Voilà. C'est un feu de jalonnement. Et ensuite, troisième type de feu, ce sont les feux de port, qui indiquent l'entrée des ports. Exemple, feu de Bagnols, ou de Collioure, voilà, ce sont les feux de Porto. Voilà en gros les trois types de feux et de phares. Donc le plus emblématique, évidemment, sur une image faite au drone, qui est le phare du Cap Béat, avec la baie de Poly, c'était au mois de juin l'année dernière, par beau temps. Donc un phare magnifique sur un site que vous connaissez tous, qui est exceptionnel. Donc on va y revenir après, sur le phare du Cap Béat. On va commencer par Collioure. Alors, je pense que la plupart des gens savent que l'église de Collioure, le clocher de l'église de Collioure, est un ancien phare qui a été ensuite transformé pendant quelques temps en prison, puis ensuite transformé en clocher d'église. Et on retrouve ici en 1692 un dessin de Collioure qui montre ici le fanal. Donc c'était une tour. Il n'y a pas l'église encore. L'église est ici, cerclée en rouge. Et c'est lorsque, d'abord, il y a eu les guerres, et ensuite, il y a Vauban aussi voulait à un moment donné détruire Collioure et déplacer la population sur Port-Ventre. Et heureusement, ça n'a pas été fait. Et donc l'église était en très mauvais état, et il fut décidé de construire l'église contre le fanal. Et le fanal ne fonctionnait plus, il était transformé en prison d'ailleurs, pendant un moment. Et il est devenu la tour du clocher, et ce qu'on voit maintenant, ici. Et derrière, par contre, vous voyez ici le feu d'entrée de port, qui va être construit un peu plus tard. Voilà le deuxième feu de Collioure, qui est à l'extrémité de cette jetée qui a été construite quand on a fait un lien entre l'îlot Saint-Vincent. Il y a l'îlot Saint-Vincent qui est dans la baie de Collioure, ici, là, avec la chapelle. On a construit cette jetée, et au bout de cette jetée, on a mis un mât avec un feu, et qui a été allumé en 1886. On retrouve ici une peinture que vous avez au musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan. Et ici, on voit très bien ici le mât sur de Verger Sarin, qui a peint énormément de choses sur Collioure. Et là, on est vers fin 42, début 43, on voit le mât encore, qui tient debout. Vous reconnaissez évidemment l'uniforme ici, qu'on est sur la période après l'invasion de la zone sud, et on a encore le mât qui est présent. Le feu va être détruit comme un certain nombre de feux, comme celui de Port-la-Nouvelle, après la libération avant le départ des Allemands. Ils ont détruit un certain nombre de phares en France, et celui de Collioure va être détruit. C'est un petit feu, et il va être remplacé, donc après la guerre, la deuxième guerre, par cette ferronnerie que vous avez toujours en place, qui est à l'extrémité, et qui est une belle ferronnerie d'ailleurs. Hélas, maintenant, tout ça c'est en très mauvais état. Je suis rentré à l'intérieur, ça a besoin de rénovation. C'est fendu de tous les côtés, cette petite tourelle. Donc, c'est vrai que c'est un patrimoine important. Il y a des histoires de budget, il y a des histoires aussi parce que les phares et les feux dépendent normalement de l'État. De plus en plus, le monde se renvoie un peu la balle. Et il y a nécessité de s'en occuper, ça c'est clair. Si on passe sur les phares et les feux de Port-Ventre, donc c'est évidemment la zone
la plus importante, puisque point de vue portuaire, le Port-Vendre représente vraiment le port le plus important, avec Port-la-Nouvelle dans les deux départements. Ici, sur une carte de 1650, c'est-à-dire avant les constructions de Vauban, vous regardez, vous voyez, j'ai fait un grossissement ici. Vous avez déjà un fanal qui est indiqué à l'emplacement du fanal actuel, un fanal, alors qu'il n'y a pas encore les constructions et les fortifications faites par Vauban, hein, comme la redoute Béart, Mailly, ou ici la forteresse sur la Presqu'île. Et autour, il n'y a pas de fortification. Donc, vous le savez, on a des... Oui, voilà. On savait qu'il y avait des feux, on a des écrits hein, sur le Port-Vendre où il y a une description justement de phares. Mais là, on a un dessin voilà, qui objective ça très clairement. Ensuite, il va y avoir bien sûr les fortifications qui vont être construites par Vauban. Voilà, vous avez la redoute ici, donc là on est en 1733. 1733, oui. Ici, les fortifications de la Presqu'île. Il faut savoir que les navigateurs utilisaient essentiellement des amers de jour et de nuit, évidemment, le phare qu'il y avait ici, hein, le feu. Et les amers, où ils sont indiqués sur cette carte, vous voyez. Vous avez la tour du diable. La tour du diable, c'est Madeloc, c'est l'ancien nom de Madeloc. Et ensuite la Massane, et puis bien sûr Saint-Elme, ici, qui sont indiqués, qui sont les trois amers essentiels, quand on le voit sur les cartographies anciennes. C'est les trois amers qui étaient utilisés sur l'approche de Port-Vendre. Et là, on reconnaît la petite passe et la grande passe. C'est là ensuite que va être fait, là, au XIXe siècle, la jetée et le vol. Voilà, donc le fanal de la redoute, donc c'est un phare très ancien. C'est actuellement le phare en activité le plus ancien de la côte méditerranéenne française. Il existait, donc il préexistait aux fortifications de Vauban. Il est toujours utile puisqu'il a été question, il y a quelques mois, éventuellement de le supprimer. Et les pilotes du port de Port-Vendre ont demandé son maintien. Parce qu'il avait un rôle encore essentiel dans la navigation. Ici vous avez un dessin de 1813 qui a été fait par l'ingénieur des ponts et chaussées, hein, c'était les ingénieurs des ponts et chaussées qui préparaient les travaux, qui faisaient les plans, qui surveillaient les constructions. Et c'est l'ingénieur Figeac, un dessin très beau, très précis, qui montre le feu du fanal. Il y a une certaine longueur, il va être raccourci d'ailleurs après, on va le voir, on verra juste après. Et vous avez vu dans le premier document, vous voyez un papier de 1766 sur l'adjudication de l'huile, puisque ces feux fonctionnaient avec de l'huile. Au départ, c'était des brasiers avant. On faisait tout simplement brûler du bois. Mais c'était vraiment éphémère, ça demandait de grandes quantités de bois. On a fait du charbon de bois aussi. C'était un peu mieux, et puis les lumières n'étaient quand même pas extraordinaires, puisque ce n'étaient pas des lumières très, très précises. Et ensuite, on est venu avec des lampes qui fonctionnaient à l'huile. Et là, vous avez justement un texte, une étude qui a été faite par un des grands responsables phares sur l'intérêt justement de divers types d'huiles, olive, baleine, colza anglais, colza français, spermacétière, arachide, coco, voilà. Et la plupart du temps, c'était avec de l'huile de colza qu'on avait le meilleur résultat au point de vue lumière et au point de vue brûlage et des mèches, parce que les mèches faisaient ce qu'on appelle les champignons, et à chaque fois, il fallait enlever les résidus. Donc ça demandait une maintenance importante, hein. C'est pour ça qu'il y avait vraiment des gardiens de phare qui surveillaient les lampes. Ici, sur le phare du fanal, donc, on voit sur les dessins de 1842, il était encore long, il a été rabaissé. On revoit un dessin ici d'un peintre espagnol en 1863. Ils ont réduit la hauteur, ça vous retrouvez sur certains documents un phare un peu long. C'est le même, hein, mais avec des travaux, quelques temps après, il a été légèrement raccourci.
En dessous a été construit, vous voyez, en 1855, il y a un moment, un logement. Ce logement, il a été occupé jusqu'à il y a encore 3 ans par un gardien de phare, Jean-Louis Comte, et qui a pris sa retraite. Et actuellement, les gardiens de phare qui prennent leur retraite ne sont pas remplacés. C'est fini, c'est un peu la fin. Et donc, le logement est toujours dedans. Hein, bon, j'y suis allé, hein, j'ai visité. C'est un monument historique, hein, la fortification. Il semblerait que la mairie de Port-Ventre pourra l'ouvrir, enfin l'aménager. Il y a plein de projets. C'est à espérer en tout cas. En tout cas, le phare, il fonctionne. Ici, 1880, on voit très bien les fortifications, le fanal, et dessous vous avez un écueil. Alors pour ceux qui rentrent dans le Port-Ventre, on va voir sur les photos suivantes. Il faut savoir que cet écueil, avant, il n'était pas signalé. Après, on a mis une bouée, et il y a eu plusieurs naufrages, notamment le Moïse ou la Belcadère. C'était des grands paquebots, hein, à l'époque, de la Compagnie Générale Transatlantique qui s'était installée sur Port-Ventre à la fin du 19e. Ici, on retrouve aussi la Belcadère sur une illustration. Et ça a fait quelques surprises à des bâtiments qui rentraient ou qui sortaient de Port-Ventre, puisqu'il y avait un écueil juste ici. Là, on retrouve une carte postale vers 1900, un tableau ici de l'Inhabile qui représente la tour d'horloge, qui est toujours présente, hein, qui a été déplacée, mais qui représente les fortifications. Et ici, ce canon que vous retrouvez ici, c'est l'angle ici, là, ce canon. On est à peu près sur 1900, la peinture aussi. Et puis, a été installée une balise, justement, pour signaler l'écueil, puisque donc, vous savez que le service des phares, c'est le service des phares et balises. Hein. C'est eux qui gèrent non seulement les feux, les phares, mais qui gèrent aussi tout le balisage. Et là, vous retrouvez l'image avec le fanal ici et la balise. Actuellement, vous n'avez plus de fil électrique. Pendant longtemps, il y a eu une passerelle, là, puis elle est détruite, on voit une arche ici. Et il n'y a plus de fil électrique parce que la plupart des feux, maintenant, sont solarisés. Énormément de feux. Tous les feux de port sont solarisés, sont même autonomes, complètement. Et là, maintenant, on a mis des panneaux solaires. Il n'y a plus de fil électrique. Ici, une peinture de Mackintosh, le fameux peintre écossais qui venait en vacances, enfin, faire de bons séjours à Port-Ventre, où on voit qu'il a représenté ici le fanal d'une façon équivoque, évidemment, parce qu'il est posé sur l'eau. Alors ça, c'est un document intéressant, vous avez peut-être du mal à lire. C'est de 1864. Donc c'est de Léonce Reynaud, c'était le grand directeur des phares. 1864, vous avez en évidence ce qu'on appelle le feu du fanal qu'on vient de voir ici, d'accord, qui lui est assez ancien, puisque même dans les statistiques, là, ils mettent qu'il existait en 1806, mais on sait qu'il existait même avant. Ensuite, au point de vue chronologique, il va y avoir le phare du Cap Béarn, sur le mont Béarn. Alors on va le voir après, qui est un phare qui est totalement méconnu et qui a été allumé en mai 1836. Il fait partie du grand projet des phares du 19e siècle. Tout le monde l'a oublié parce qu'il a été détruit. Et énormément d'ailleurs de Port-Vendré. Moi je m'en souviens quand j'aurais dit il y a un phare, il y avait un phare en haut, etc. On soutenait, mais non, il n'y a jamais eu de phare en haut du mont, jamais, il y a les fortifications, il y a eu le phare. Et vous allez voir que oui, il y avait un phare. Et vous avez ensuite, dans l'ordre chronologique, en 1858, vous avez les feux d'alignement de Port-Ventre, qu'on va voir aussi, qui sont méconnus aussi, qui sont toujours présents, importants, et qui sont très anciens aussi. Le phare de 1836, il était en haut du mont Béarn, c'est-à-dire actuellement là où vous avez les fortifications, hein, vous avez le SNEC qui s'entraîne et les militaires. Alors, évidemment, c'est peu connu parce que la zone est interdite d'accès, elle est réservée qu'aux militaires. Mais voilà une carte postale qui montre le phare. Alors il y a très peu de photos, des photos du phare en lui-même de près, j'en ai jamais vu. Pourtant, ça fait un moment que je fouille, hein, et j'en ai jamais vu. La seule photo que je connaisse, il y a 2-3 cartes postales où on le voit, mais de loin. Voilà. Et là, c'est la tour d'horloge et les fortifications de Port. Il a été allumé en 1836. On sait que François Arago, à l'occasion d'une visite, puisqu'il était député dans les Pyrénées-Orientales, est allé le visiter quelques mois après. Il est allé le visiter en septembre.
quelques mois après et il a aidé évidemment, Arago a participé beaucoup à l'édification de ce phare, qui était un grand phare. Le seul dessin aussi que je connaisse où il est représenté, il est ici. On le voit ici, on voit la tour, on voit le fanal ici, l'entrée de Port-Vendre. On est vers 1845. Et on voit le phare ici. Très peu de dessins. Si jamais vous avez une photo ou un dessin, je suis preneur. Hein. Là, par contre, on a quelques plans phare, ici. Donc ça, vous l'avez aux archives départementales, ce plan. Et puis, une carte, où on le voit ici, existant, puisqu'il a été construit en 1836, mais après, vous savez que le fort Béart a été construit, on a fait des fortifications après la guerre de 1870, avec l'Allemagne, et faite, on a décidé, en France, service militaire de l'armée, de construire des points fortifiés, et on a construit ces fortifications pour protéger, finalement, la partie mer, avec des canons. Il y avait un certain nombre de canons qui étaient installés. Et le phare se trouvait au milieu. Et d'ailleurs, ça posait problème, puisque quand il y avait des tirs de canon d'entraînement, ils étaient obligés de capitonner toutes les vitres de la lanterne, c'est des grosses lanternes, hein, comme un Béart, vous voyez. Et les vibrations des canons faisaient bouger tout le mécanisme de la lanterne, il fallait qu'ils capitonnent. C'était assez antinomique de mettre un phare et des canons autour. Hein. D'ailleurs, ce phare, ensuite, va disparaître, va être détruit, et va être remplacé par le phare actuel du Cap Béart, que vous allez voir ensuite sur une carte. Là, c'est en haut, sur la partie du Mont Béart. Ce sont des militaires, évidemment, puisque c'est une zone militaire. Et là, j'ai retrouvé le carrelage de l'ancien phare de 1836, qui était un phare très, très puissant, hein, qui était un phare, il y avait ce phare, ensuite c'était le phare de Dagde. Donc c'était un phare très important qui est resté de 1836 jusqu'à 1905. Et il a été détruit en 1905. Et là, les militaires viennent d'ouvrir la citerne. Parce qu'imaginez qu'il n'y avait pas d'eau courante là. Donc ils avaient créé une citerne et récupéré l'eau de pluie. Il y avait 3 gardiens de phare à l'époque. Hein. C'était 3 pour faire fonctionner ce phare, qui fonctionnait avec des lampes à huile, hein, de l'huile de colza. Vous imaginez, on est en 1836. Et voilà le carrelage qu'on reconnaît bien. Et là, vous avez une image un petit peu synthétique où on voit bien l'ancien phare qui était ici, qui dominait parfaitement, le sémaphore actuel et le phare du Cap Béart. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on a voulu faire ce phare ici de 1836, j'ai vu dans les archives, ils ont étudié plusieurs possibilités. Et ils ont hésité beaucoup à faire le phare à l'emplacement du phare actuel du Cap Béart. Puis finalement, ils se sont décidés de le faire ici. Mais ils ont failli le faire directement là, le premier phare, le faire en bas. Et ce n'est finalement qu'au bout de X années, que les navigateurs, notamment de la Compagnie Générale Transatlantique, ont fait remarquer, et ça, à Bagnols, vous le voyez souvent, que la brume, et c'est souvent la partie haute et dans les nuages. Et c'était le reproche qu'ils faisaient. Ils disaient, ce phare, il est très beau, mais il est souvent dans les nuages. Et donc, quand ils ont décidé de supprimer ce phare, bon, après il y a eu les remparts, après il y a eu les canons, après... Donc à un moment donné, ils ont dit, on le supprime, et on va faire un phare en bas. Et ils sont revenus finalement un petit peu à l'idée de départ. Et ils ont fait le phare du Cap Béart actuellement, qui lui n'est pas gêné par la brume et sur les falaises. Bon, c'est intéressant comme histoire. Ici, les feux d'alignement. Ce que je vous ai montré sur le petit texte là, c'est des feux qui ont été faits en 1858, qui sont donc très anciens. Et ce sont des feux qui permettaient l'entrée dans Port-Vendre en faisant, c'est ça des feux d'alignement, c'est un alignement de ce point ici, ce feu, que vous avez sur la droite, hein, quand vous regardez la mer, Port-Vendre, vous y ferez attention à la prochaine fois. Il est tout neuf, maintenant il est en aluminium, mais le support est resté ancien. Et un autre feu, que vous allez voir sur la carte, je vais vous le montrer sur la carte. Ici, sur la carte, c'est ça l'alignement, c'est-à-dire le feu qui est ici, qu'on vient de voir, et il y a un feu ici qui est sur une tour. Quand vous allez dans Port-Vendre, vous avez l'espace des
des camping-cars. C'est-à-dire que vous allez prendre juste à l'endroit où vous allez prendre bifurquer pour aller sur le Cap Béar et prendre la petite route. Et là, vous avez une tour avec la maison du capitaine. Dans cette tour, vous avez 4 petites fenêtres. La dernière fenêtre en haut, c'est un feu, il y a un phare à l'intérieur, qui s'aligne avec celui qu'on vient de voir en aluminium et qui donne l'alignement d'entrée. Et ça, les gros bateaux l'utilisent toujours. Ils l'utilisent toujours parce que l'entrée de Port-Vendre n'est pas évidente, parce qu'ici, vous voyez, il passe pas loin du môle d'ailleurs, hein, ici. Et ici, vous avez l'écueil. Donc vous avez l'écueil ici, le môle là, et ils utilisent ce feu d'alignement. Donc ce feu d'alignement, il est de 1858. Là, il était à l'époque, on est en 1900. Et à l'époque, même en 1858, il n'y avait même pas de feu sur le môle. Lui, il a été mis en 85. Donc il n'y avait que ça, il n'y avait que ces 2 feux d'alignement pour entrer dans Port-Vendre. Il y a eu d'ailleurs, avant ça, un certain nombre d'accidents de bateaux et de naufrages, parce que le port n'était pas facile. Voilà, après on a construit un support un peu plus costaud et on l'a avancé de quelques mètres. Hein. Là vous avez une vue ici de 1923. Il vient d'être réalisé, ce support vient d'être réalisé. Là, le feu, on est évidemment avant l'activité maritime qui est commerciale très importante, c'est l'El Cantarin, qui était rattaché, qui naviguait beaucoup avec Port-Vendre. Le El Mansour ici, dans les années 50-60, donc le feu a été modifié, électrifié, mais il est toujours sur son support au même endroit. Et aujourd'hui, ben, il est en aluminium et il est solarisé lui aussi, mais il est toujours sur son support. Et dessus, vous avez la redoute Béar. Voilà la fameuse tour. J'y ferai attention la prochaine fois. Quand vous allez vers le Cap Béar, vous verrez cette tour. Et cette fenêtre ici, c'est un phare qui sert d'alignement. C'est très méconnu ça. Très très méconnu. C'est comme pour ceux qui connaissent Port-la-Nouvelle. À Port-la-Nouvelle, vous avez un feu sur la cimenterie qui est un feu d'alignement sur le phare de Port-la-Nouvelle. Le phare qui est au bout de la jetée, et il y a un feu sur la cimenterie. Alors là, personne ne le sait. Moi, c'est parce qu'évidemment, j'ai rencontré le gardien de phare de l'E4, qui est le responsable de l'Aude et du Roussillon des phares. On est devenus amis, et c'est lui qui me l'a dit, parce que sur la cimenterie, il y a plein de feux. Et il y a un feu qui s'allume et qui s'éteint, et c'est un feu des phares et balises. Le feu du môle de Port-Vendre. Alors, un môle de Port-Vendre, il a un charme tout particulier. Il est assez unique parce que c'est une armature métallique qui est unique en France. Il n'y en a pas d'autres, hein, de ce type. Ça a été une prouesse des ingénieurs d'ailleurs d'installer ce feu. Ici, il a été allumé donc en 85. Et ici, vous avez des dessins. J'ai retrouvé des dessins des ingénieurs, donc de la conception du phare, du feu. Là, ça vous montre donc au départ l'entrée de Port-Vendre avec la grande passe ici, puis la petite passe ici, qu'ils ont fermée ici. Et ils ont construit ici, avec du ciment, du béton, un bol, une jetée pour protéger le port. Et c'est resté évidemment pendant longtemps ici sans phare. Le môle a été construit, oui, aux alentours de 1853. Mais vous voyez que pendant 30 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1885, il n'y avait pas de feu. Et c'était assez dangereux, si bien que les pilotes, souvent, quand c'était possible, faisaient mettre une petite lanterne au bout, comme ça, accrochée à un mât. Et c'était du bricolage, hein. C'était les pilotes qui faisaient ça pour signaler l'entrée de Port-Vendre. D'énormes tempêtes, il suffit d'aller par des gros coups d'est, d'aller voir le môle de Port-Vendre, pour voir les vagues qu'il y a, pour voir des images après de destruction. Et plusieurs fois, le môle a été détruit, notamment il y a eu 2 grosses tempêtes en 56 et en 61, qui ont détruit le môle, qui ont retardé encore le projet de feu. Dès 1856, il y a eu plusieurs projets. Au départ, les ingénieurs ont dit on va mettre un feu, mais on ne peut pas le mettre à l'extrémité, parce que s'il fait mauvais temps, le gardien ne pourra pas s'en occuper. On va le mettre à 40 mètres, ce qui ne servait pas à grand chose, puis ça ne signalait pas de l'extrémité. Ensuite, ils ont prévu un feu sur un échafaud, mais c'était très compliqué aussi par mauvais temps, puisqu'on ne pouvait pas l'entretenir, ce feu. Ensuite, ils ont
dit on va installer un phare de l'autre côté, du côté de l'autre côté, c'est le côté fanal, et on va essayer d'éclairer le môle avec un phare. Et ils ont fait un test sur le champ de Mars. Donc ça c'est une image où à l'époque, là on voit les 4 pieds de la tour Eiffel en rouge, hein, puisque les services des phares et balises étaient de l'autre côté de la Seine. Et ils ont éclairé, correspond à peu près à cette zone, ils ont éclairé des parties, il n'y avait pas la tour Eiffel à cette époque, hein, elle n'était pas faite. Hein. Et ils ont utilisé et testé un projet de feu pour Port-Rendre sur le champ de Mars en 1856, je pense, à l'époque, et qui n'a pas fonctionné. Ensuite, ils ont étudié sur ce môle un système avec un chariot et une chaîne pour envoyer le feu au bout du môle, le récupérer pour mettre l'huile, changer les mèches et puis le renvoyer. Ça a été un projet qui a été abandonné parce que trop compliqué, trop coûteux, donc ça a été abandonné. Finalement, on en est venu à construire le feu actuel sur pilotis. Voilà. Et par rapport aux contraintes, ils ne pouvaient pas faire une construction maçonnée en bâti, parce que sinon, la jetée, le môle se serait affaissé. Il y aurait eu trop de poids. Donc les ingénieurs ont trouvé un système ajouré qui soit suffisamment résistant pour que les vagues et les lames de la grosse mer puissent passer à travers sans tout casser. Bien que, vous allez voir les images suivantes, la mer est terrible, on le sait, hein, elle est redoutable. Là, c'est des dessins originaux de l'escalier qui a hélas disparu. Alors, c'est une photo que j'avais faite en 2002, avec déjà ça me travail et les phares en 2002, avant que l'escalier disparaisse lors d'une tempête. Voilà une tempête de 1931. Bon, ça, c'est pas moi qui ai fait la photo, hein. Bon, c'est une photo de M. Sanchez, pour ceux qui connaissent l'ancien photographe de Port-Rendre. Voilà. Donc vous imaginez ici la mer, vous imaginez qu'à l'intérieur, ici, dans le local, là, il y a un local de gardien. Alors, oui, dessous, là, il y a un local de gardien. Alors, vous imaginez les jours de tempête, ça devait être comme effrayant, hein, effrayant. Tout est en tôle, hein, c'est en tôle. Hein. Voilà la tempête, alors je ne sais pas si vous en souvenez, la tempête de 2008. Une grosse tempête. Évidemment, toujours les tempêtes les plus fortes ici, c'est de l'Est, hein, toujours. Et voilà l'escalier. Vous avez vu l'escalier, ce qu'il est devenu? Il a été haché. La lanterne ici, et ça, je le sais puisque les photos sont de Laurent Simon, c'est le gardien du phare actuel, hein, et c'est lui qu'on voit de dos, là, Laurent Simon, le gardien du phare de Lecale, qui gère tout ça. Il m'a expliqué qu'ils ont trouvé dans la lanterne une pierre de 5 kilos. Et c'est à 16 mètres de haut. C'est vous dire la force de la mer, hein, et qui est venue casser la lanterne. Et là, ils sont en train, le jour, de poser un phare de secours, ici, hein, sur le mât, ici, là, sur le support. Donc actuellement, le feu du môle, vous ne verrez pas l'escalier. Il reste une ou deux marches dans les locaux du gardien de phare, je crois. Il y aurait un projet pour faire cet escalier. C'était un escalier qui était, vous pouvez déplacer hein, en fonction des lames et du vent, un escalier articulé. Je ne pense pas qu'un jour, il y a des gens qui voudraient, évidemment, amoureux du patrimoine, refaire cet escalier à l'identique, mais je pense que c'est un coût faramineux et certainement très complexe. Ça m'étonnerait que... Le feu est déjà protégé, il est déjà inscrit au monument historique, c'est déjà bien, parce qu'à une époque, je crois qu'il avait été question même de le supprimer, de le détruire. Monsieur Bernard Bagnous, il y a quelques années, s'en était occupé pour le défendre, ce feu. Bon, là, il est protégé. Voilà, on en vient au phare du Cap-Béard. Alors, c'est le plus prestigieux. C'est considéré par les services des monuments historiques comme le plus beau phare du Languedoc aussi. Hein. Vraiment par la qualité de construction, sa situation, c'est vraiment un feu absolument magnifique. On ne voit pas trop l'échelle, là, c'est vrai qu'il aurait fallu qu'il y ait un petit bonhomme, mais la hauteur ici de la lanterne fait 6 mètres et demi. Hein, donc c'est quelque chose, la lanterne, c'est un truc énorme. C'est très très haut.
Ici, vous avez une photo de 1902 de André Guernet. Je pense qu'il y a pas mal de Bagnoulins qui doivent savoir ou le connaître, hein, qui est un passionné avec M. Calice d'histoire et de documents. Il m'a passé cette photo ici, et on est en 1902. On a le sémaphore, qui lui a été construit déjà au XIXe siècle, mais on n'a pas le phare du Cap Béar, qui a été construit en 1905. C'est un peu l'intérêt de la photo. Après, je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est que là, ce que c'est que ce tombeau, certainement. Le tombeau de la case qui évidemment là maintenant a été disparu. Hein. Enfin, il y a une statue, il n'y a plus la tombe telle qu'elle est maintenant. C'est le jour des obsèques de la case du Thiers, cette photo, en mai 1902. Voilà une photo, une carte postale que j'ai trouvée, et grâce à l'opération, j'ai vu qu'elle a été, elle est du mois de janvier, je crois, ou décembre 1905. Donc quelques semaines après la mise en service du phare du Cap Béar. Et on voit les locaux en dessous, hein, et là à gauche le sémaphore. Donc là le phare venait d'être construit et mis en service. Il y a eu des rénovations qui ont été faites. Ici on a supprimé, ça c'est un dessin de 1903 des phares et balises. Et vous aviez ici, à la base de la lanterne, vous aviez une construction en bâti. Et cette construction, elle a été enlevée pour des raisons techniques, hein, des fissures. Et on a mis de la tôle uniquement sous la... On a fait une seule pièce de lanterne avec de la tôle. Après, vous savez que il y a de très très belles choses à l'intérieur, vous allez voir. Voilà, donc l'escalier est magnifique, il est en marbre rose de Villefranche de Conflans. Donc à côté de l'endroit où j'habite, puisque j'habite à Prades. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. Moi dans ma maison, j'ai un évier en marbre de Villefranche. Autour de Prades, il y a énormément de choses en marbre de Villefranche, marbre rose. À Saint-Michel-de-Touchat aussi, il y a des pierres, il y a plein de choses en marbre rose. Mais là, toutes les marches ont été sculptées une à une, c'est magnifique. Et les murs sont couverts d'opaline. C'est d'opaline bleutée qui a été faite par Saint-Gobain, qui a été livré, par le, je crois que c'était, oui, en train, il me semble à l'époque, oui, par le train à Port-Rang, en gare de Port-Rang, dans l'Opaline, et ils ont mis carreau après carreau. J'ai dans mon bouquin les photos qui montrent la partie haute, la partie basse. Ici, vous avez une mosaïque qui a été faite par une célèbre maison de mosaïque de Fourcade et Ablard, eux-mêmes qui ont fait toutes les mosaïques de la Chambre de commerce de Paris, qui est actuellement en rénovation. Donc c'était une société spécialisée dans les mosaïques à Perpignan. Et son magasin vers le Plan Mario. Ici, l'appareil d'éclairage avec les trois poteaux et qui soutiennent l'ensemble de la lanterne et qui soutiennent ici particulièrement la cuve à mercure. Ça fait partie des rares phares de Méditerranée qui fonctionnent avec un système de cuve à mercure pour la rotation des lentilles. Vous avez celui-ci, vous avez celui de l'E4 et celui de 7 qui fonctionnent avec une cuve à mercure. On va le voir sur un dessin. Voilà. Ici, vous avez les lentilles qui sont énormes. Ça peut faire plusieurs tonnes. Hein. Et quand avant, il y avait des systèmes de galets pour faire tourner les phares. Mais il y avait des phénomènes d'usure. Et un ingénieur français a trouvé un système, on voit ici c'est en bleu, de faire reposer l'ensemble de la lentille sur un bac rempli de 10 ou 15 litres de mercure. Fait que le mercure, lui, est incompressible. Et c'est vrai que moi j'ai fait tourner avec le petit doigt la lentille de VR, comme ça tourne tout seul. Sur un lit de mercure, sans galet, sans roulement, c'est absolument extraordinaire. À tel point que, à 7, ils voulaient, l'année dernière je crois, ils voulaient changer, enlever le mercure, parce que le mercure est toxique. Alors c'est vrai que maintenant, quand ils vont travailler, ils mettent des masques, ils mettent une combinaison, voilà, pour le gardien de phare. Non, parce que le gardien de phare, d'abord il ouvre la porte, il laisse ventiler un petit peu, avant de rentrer, c'est pour les vapeurs de mercure. Et bon, il ne reste pas très longtemps, donc lui,
met rien. Mais ceux qui vont faire des opérations, travailler un moment sur le phare de la lentille, mettent maintenant des combinaisons. Et à 7, finalement, ils ont abandonné le projet parce que ça marche tellement bien, ce système de cuve à mercure, et c'était tellement compliqué de tout modifier qu'actuellement, pour l'instant, ils laissent la cuve à mercure aussi à 7. Voilà, vous voyez, vous avez l'escalier avec le marbre rose là ici, en pierre, en marbre, pardon. Et ensuite, vous avez une première chambre, puis vous montez, hop, et puis vous accédez ici au plateau, où on voit ici la lentille qui tourne avec l'éclairage. Voilà, c'est absolument magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà la lentille de Fresnel, vous voyez la taille de la lentille, 2,60 m, hein, donc vous voyez les lentilles, hein, c'est ouais, à peu près ma main. Hein. Tout ça, c'est sur du laiton, du bronze, enfin, chaque barreau a été coulé, c'est du verre coulé, qui a été poli ensuite avec un angle bien particulier sur chaque barreau. Hein. Voilà les pièces. À chaque fois, vous avez les joints. Chaque marche, alors j'ai plus le nombre de marches en tête, il y en a quelques-unes. Chaque marche a été faite d'une pièce, mais vous voyez que ça s'abîme. Ça s'abîme. Et il est temps que on s'occupe de ce phare, ce qui va être le cas. Je pense que beaucoup de gens le savent. Le phare va être ouvert au public d'ici peut-être 2 ans. Le temps de faire les travaux, le temps d'aménager, de faire un certain nombre d'aménagements. Il va être ouvert au public, donc on va s'en occuper. Parce que là, le gardien de phare, il ne peut pas, il vient, il fait 3 réparations, mais il habite à Leucate, il doit gérer les phares de l'Aude et du Roussillon, tous les feux de port, tout. Avant, il y avait un gardien qui était sur place, passait ses journées. Donc il entretenait tout ça. Mais c'est en train de s'abîmer. Vous savez bien que près de la mer, tout s'abîme très très vite. Très, très vite. Donc il est vraiment temps qu'on s'en occupe parce que c'est un patrimoine absolument précieux à conserver. Voilà, d'ici 3 ans, certainement. Et les locaux en bas, ici, il y a un local qui va être gardé pour l'aspect technique du phare. Et puis les autres locaux vont certainement être ouverts au public, il y aura peut-être une buvette, il y aura un certain nombre de choses. Et il est prévu même qu'il y ait un trajet, alors s'il l'ouvre au public, vous imaginez bien que sur la route, il va falloir contrôler. Donc il va y avoir un système de navette. Et c'est justement là où il y a le parking des camping-cars qui devrait servir de zone de parking, et à partir de là, une navette partira au phare pour amener les gens. Enfin, tout ça, c'est en cours de projet, tout ça, hein, mais ça avance. Hein, ça avance. Ça sera très bien pour le patrimoine local ici. Voilà, je pense que je parle que des convaincus. Hein. Alors, Cerbère, voilà, on va finir avec Cerbère. Cerbère, j'ai trouvé une aquarelle de Gauguin qui est venu ici, hein, il est passé à Banyuls, Cerbère. Et ici, on a une date, on voit bien que c'est noté Cerbère, c'est signé Gauguin. Et c'est une aquarelle, et là on est dans la baie, on est en 1883, il n'y a pas de feu. La commune, vous le savez, elle était rattachée à Banyuls, et puis elle s'est séparée de Banyuls en 1888, donc il n'y avait pas de feu, pas de commune, il y avait quelques pêcheurs. À l'époque, je crois qu'il y avait peut-être une quinzaine de pêcheurs. Et puis, alors, j'ai retrouvé dans les archives, locales, des journaux souvent, même de l'Avant-Gardia, hein, un journal espagnol, Barcelone, il y a eu un certain nombre d'incidents entre les pêcheurs espagnols et les pêcheurs français, notamment les pêcheurs de Cerbère et de Collioure. Et on retrouve des articles où il y a eu même un mort. La Guardia Civile a tiré sur des pêcheurs qui, en réalité, venaient dans les eaux espagnoles. Donc il faut imaginer, hein, de nuit, aucun feu, aucun phare, pas de GPS, pas de carte marine, pas de rien, quoi. Enfin, c'était, voilà. Donc souvent, ils ne devaient peut-être pas savoir où ils étaient, parce que je pense qu'à l'époque, quand même, au niveau du poisson, il devait y en avoir quand même autant derrière Cerbère que devant. Je ne pense pas que ce soit une triche, mais ils devaient surtout ne pas savoir où ils étaient. Et donc, il y a eu des rivalités. Et à partir de là, ben, évidemment, notamment le député
les Villebrousse, enfin le conseiller général a demandé à ce que quand même il y ait un feu qui signale finalement la frontière maritime pour les pêcheurs. Et c'est à partir de là que la commission des phares s'est en quelque sorte intéressée au problème de la baie de Cerbère. On ne peut pas parler de port et de baie de Cerbère. Voilà. Et donc, il y a l'avis favorable de la commission des phares, hein, CP c'est la commission des phares. Vous voyez, il y a 16 bateaux, je dis une quinzaine, 16 bateaux sur Cerbère. Le conseil général apporte son soutien et finalement, on crée un feu sur un support, ici, qu'on voit ici, hein, qui a disparu, puisqu'après il y a eu la grande route construite. Là. Et il est allumé en 1892, c'était un feu simple sur un échafaud en bois, qu'on va voir après pour Bagnos, on va finir par Bagnos, bien sûr. Et ça, c'est une carte postale qui a été annotée par un instituteur. Voilà, c'est pas moi qui l'ai annotée, c'est un instituteur. Donc c'est vraiment une histoire de rivalité entre pêcheurs qui a été à l'origine de ce feu. Ensuite, il a été électrifié, toujours sur la même zone, bétonné, enfin voilà, aménagé hein, dans les années électrifié des années 30. Et ici, ça c'est une photo des années 60-70. Après, on a construit le jeté ici. Vous allez voir, c'est comme Bagnos, il y a eu des jetés qui ont été construites, on a mis un petit feu. Après, on a mis en septembre, ça c'est les cartes des phares et balises, hein, du service des phares et balises, des ingénieurs de phares et balises, c'est des projets, voilà, on est sur des dates plus récentes. Et actuellement, vous avez un feu qui est à côté ici, qui est sous les falaises, sous le restaurant La Vigie, à côté du centre de plongée, là, de Cerbère. Vous avez un feu de port, ça c'est un feu de port. Hein. Voilà. Et c'est un feu rouge ici, au secteur. Ensuite, on va passer sur le feu de Cap Cerbère. C'est un feu de jalonnement, c'est un feu intermédiaire. Donc lui, il a été allumé plus récemment. C'est l'entreprise Razel qui l'a construit, avec un site assez beau. D'ailleurs, c'est tout un ensemble, tout un site, hein, en 1982. Et il a été solarisé dès le début. C'est un des premiers feux d'Europe solarisés. L'énergie solaire, on est en 1982. Pas très très courant en 1982, hein, l'énergie solaire. Voilà, il y a eu un aménagement particulier de l'ensemble du site pour le phare. Donc ça, c'est une photo faite au drone. Ça permet de faire de belles images. Et voilà Bagnos. Bagnos, eh bien, là, sur cette carte postale qui est, j'ai pas la date, c'est une plaque de verre que j'ai récupérée, 1910, 1920 peut-être. On voit très bien ici le feu sur un échafaud hein, qui est installé ici, le petit feu, sur le Cap d'Aude, et qui est allumé en 1902. Alors, une image, certainement la photographie la plus ancienne que je connaisse, qui m'a été passée par André Guernet, qui l'a récupérée, je crois, l'année dernière, ou elle n'est pas vieille, hein, enfin la photo est vieille, mais la récupération est donc c'est assez exceptionnel. Parce que on a daté la photo vers 1871-1880, parce que vous avez le mâle qui est construit. On sait que le mâle il a été construit de 69 à 71, et il est en place. On sait que le labo, la construction, ça a commencé en 1881, et il n'y a pas de labo. Donc on sait que c'est entre ces deux dates que la photo a été prise. Donc c'est certainement la photo de Bagnos la plus ancienne connue, probablement. Peut-être on en trouvera un de ces jours, une autre, mais voilà. Donc on voit bien l'île Petite, l'île Grosse. Donc là, tous les bateaux sur la plage, évidemment. Pas de feu, mais vous allez voir sur une carte après de 1891, ici, donc on a le laboratoire, on a même le vivier qui a été construit ici, et on a des petites croix ici. Et ces petites croix, ce sont des réverbères. C'est-à-dire qu'on a commencé ensuite, la fin du 19e siècle, à installer des réverbères, comme à Collioure, on a des cartes postales où on voit des réverbères. Et il y avait quand même une signalisation, malgré tout, de la plage, toutes les barques étaient tirées sur la plage, il y avait quand même des feux. Donc on est en 1891.
Là, j'ai mis sur le Cap d'Osne, ici, une étoile rouge, mais il n'y avait pas de feu encore. Hein. Lui, il a été construit en 1902. Et il a été construit 11 ans plus tard, ce petit feu. Voilà le feu qui est construit au bout de ce petit chemin. Il y a toujours le mur là, qui est là, hein, au niveau du Cap d'Osne. Ici, c'est une photo que j'ai récupérée, que j'ai achetée sur Internet, parce que je suis toujours en train de chercher des choses, des documents. J'ai pas pu vraiment la dater, je sais que c'est après 1902, évidemment, puis c'est construit en 1902. La silhouette de la personne laisserait penser qu'on est peut-être dans les années 20, le chapeau, voilà. Probablement dans les années 20. C'est une photo privée, hein, c'est une photo prise par quelqu'un. En tout cas, c'est une des rares photos. Il y a aussi une carte postale, donc je ne vous ai pas mise là, mais où on voit quand même le feu de Banyuls, le premier feu de Banyuls, qu'on voit assez bien avec sa petite cabane pour mettre la lanterne dedans. Et ensuite, le préposé venait accrocher avec un système de poulie, il allumait la lanterne et il la montait en haut du mât, avec une poulie. Donc chaque fois, il fallait le soir la mettre, ensuite la contrôler, ensuite la descendre, ensuite voilà. C'était toujours, il y avait un vrai travail, évidemment. Alors que maintenant, il n'y a plus, les feux sont solarisés automatiquement. Là, on est dans les années 50. On a là, évidemment, la baie de Banyuls telle qu'elle était belle et magnifique avant. On ne va pas être nostalgique, mais bon, voilà. Voilà, donc là, on a les bateaux sur la plage, toujours, il n'y a pas de port. Il y a juste le mole, lui qui avait été fait au 19e, l'île Petite, bon, vous connaissez ça mieux que moi. Ici, le petit feu, il a été électrifié, il a été modifié, évidemment les années passent, hein, on est dans les années 50, on n'est plus en 1902, c'est plus une lampe à huile, voilà, c'est électrifié, mais c'est exactement le même carré, le même endroit, le même accès, le même support. Hein, on a juste changé et mis un feu un peu plus moderne. Il n'y a toujours pas de port, hein, on est sur la même époque. Et puis, a commencé les constructions dans les années 60. Ici, la jetée qui a relié l'île Petite, et puis cette jetée ici. Donc, un avant-port, on va dire, mais pas de quai. On a toujours le feu ici, sur une carte postale où on voit il n'y a absolument pas encore de feu sur les jetées, et on a toujours le feu du Cap d'Osne, qui remplit son rôle, qui avertit et qui signale la baie de Banyuls, de nuit. Une autre image où on a encore fait le terre-plein, les quais ont été faits, mais il n'y a toujours pas de feu à l'extrémité des jetées. On a donc toujours le feu du Cap d'Osne qui fonctionne. Ici, une photo de l'hygiène pour Jean-Claude, qui a travaillé longtemps à l'hygiène, voilà, qui permet voilà, d'avoir une vue aérienne en 1970. On reconnaît bien bon, le port de Banyuls. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il propose des feux provisoires. Il y a un système, on a le Cap d'Osne, donc en 1975, ils installent un feu provisoire ici, 3 couleurs. Le feu du Cap d'Osne est transformé en secteur, et ensuite, on va passer sur la proposition supprimer le feu du Cap d'Osne et installer un feu rouge ici, qui est noté ici, feu rouge à l'entrée du port, vous avez maintenant, et ici, un feu à secteur que vous avez actuellement. Voilà l'évolution. Et le dernier feu, puisqu'avant c'était un grand mât, hein, et là maintenant ils ont mis un petit feu automatique. Hein, c'est un feu qui est autonome. Et ça c'est par un coup de sud-est. D'ailleurs il est tellement petit qu'il disparaît sur le coup de sud-est, pardon le mot. Voilà, bon, enfin momentanément. Voilà donc l'évolution des feux de Banyuls. C'est intéressant, hein, ça nécessitait évidemment pas mal de temps et de... Voilà, j'en ai terminé. Après, je suis à votre disposition si vous avez des questions et si je peux y répondre.